chers parents, ne culpabilisez pas parce que vous êtes les meilleurs du monde. Votre patience est mise à rude épreuve. Cette impression que vous avez tout raté, le stress d'apporter le meilleur pour vous faire envoyer balader, vous sentir dépassé, ringard, jugé, au moindre conseil, à la petite phrase anodine vécue comme une injonction. On dit que vous êtes gênant si par malheur vous osez chantonner dans la voiture ou si vous portez un pull un peu coloré. En bref, on frôle la dictature. Pendant ce temps, en terre adolescente, on vit sa meilleure vie. Bien sûr, la réalité est tout autre. Cette période est instable, à durée variable, plus ou moins bien vécue, amorcée, appréhendée. C'est aussi, malgré les apparences trompeuses, une effrayante période de solitude, coincée entre la fin de l'enfance et le début de l'âge adulte, entre soif d'indépendance et peur de se planter, de décevoir, de se plaire, mais très souvent de se déplaire. Je vous propose de partir en terre inconnue, au pays des adolescents. Je m'appelle Marilyn, j'ai 47 ans, j'ai une fille Julia qui a 23 ans. J'ai fait mon pèlerinage en terre adolescente lorsque j'ai pris un poste de vie scolaire au sein d'une grande structure de 1200 élèves de la 6e à la 3e. Très vite, je me suis sentie à l'aise dans ce vivier de jeunes. Durant 7 ans, je les ai aidés, aimés, confrontés, grondés, consolés, boostés, orientés, accompagnés et même parfois raccompagnés. J'ai été leur porte-parole auprès des adultes et le décodeur de pas mal de situations. Avec eux, j'ai découvert que la pédagogie ne fait pas tout, loin de là, qu'on peut être brillant et ne pas dépasser les 5 de moyenne, qu'on peut tout avoir appris par cœur et se saboter pour un mauvais regard dans les couloirs, qu'on peut s'échapper du collège pour un t-shirt taché à la cantine et craindre les moqueries de l'après-midi, ou encore que les critères de séduction ont vraiment bien changé. Que souvent, ils sont seuls à la maison quand ils se lèvent et même lorsqu'ils se couchent. Qu'un simple « ça va » peut éclairer une journée et que ce même « ça va » risque de déclencher une guerre. Qu'ils rient quand ils ont envie de pleurer et s'insultent pour exprimer leur gratitude. Dans ce laboratoire d'expertise improvisé, j'ai vécu des drames et des merveilles. J'ai tellement ri d'eux et avec eux. Mais je me suis essentiellement formée à eux. J'ai appris leurs codes, leurs paradoxes et leur fonctionnement. Je n'ai pas essayé de coloniser leur territoire, mais plutôt de me fondre dans leur paysage pour mieux les appréhender et les guider. Ces humains en devenir, pleins d'espoir et de doute, à la fois méfiants et si candides, bien jeunes et souvent déçus de tout, des adultes en général, trop exigeants et beaucoup trop injustes envers eux. Ces jeunes ont une forme de génie, croyez-moi, parfois de génie maléfique, toute une intelligence mise au service du mal, comme je leur répète souvent. Des stratagèmes, des petits mythos, des mensonges plus gros qu'eux, des mauvais coups et de très bons coups parfois, une solidarité sans faille ou un écart de loyauté, des rumeurs, des ragots, ou encore mettre 30 minutes à écrire des antisèches au lieu d'apprendre sa leçon et bien sûr se faire attraper, bref, un quotidien trépidant. Toujours pas rassasié de ces monstres gentils, j'ai poursuivi mes expériences en me focalisant plutôt sur la rupture scolaire, la phobie, les troubles de l'apprentissage, les enfants précoces et l'hypersensibilité. À savoir que tout ce qui fonctionne avec les enfants atypiques marche avec les autres, c'est plutôt le contraire qui coince. J'ai ainsi passé 3 ans au sein de l'association Zebra, qui est la seule structure en France à accueillir des enfants précoces en rupture avec la scolarité, où nous avons, en plus des activités proposées, créé une scolarité adaptée comme une forme de convalescence pédagogique. Par la suite, j'ai fondé mes propres structures qui s'appellent Partage, Cadre, Bienveillance, où nous accueillons des profils de jeunes particuliers qui ne sont pas adaptés à l'école classique, mais ne vont pas particulièrement mal, ou dont les plannings sportifs ou artistiques sont incompatibles avec l'institution. Enfin, depuis 8 ans, avec mon associé, qui est un homme, nous avons créé un cabinet de guidance parentale où, en regard croisé, mixte sur des thérapies brèves de 4 séances, nous accompagnons des familles à retrouver un peu de sérénité quand c'est le chaos. Ainsi, forte de mon expérience, je vous propose à travers des situations anodines du quotidien de décrypter ce qui se cache derrière la réflexion adolescente, car, et je le concède ici, ce n'est pas toujours évident à croire, mais ces jeunes réfléchissent, et même assez rapidement, pour mener leur petit monde en bateau. Épisode 3. Les jeunes et les réseaux sociaux. Si je vous raconte que l'année dernière, mes élèves de terminale ont révisé le bac avec des vidéos sur TikTok et avec mon accord de surcroît, vous allez me dire que je suis une enseignante un peu inconsciente, et pourtant je ne crois pas. Je vous relate notre conversation. Marilyn, il faut qu'on te dise un truc, mais tu vas nous tuer. Qu'est-ce qui vous arrive encore ? On a trouvé un prof de philo sur TikTok, il fait des vidéos trop bien, on comprend tout. On peut réviser sur ça ? Et là, 2 chemins s'offrent à moi. Petit 1, je hurle, et leur réponds que même pas en rêve, car la philo, blablabla. Petit 2,
Je décide de vivre avec mon temps et je m'entends leur répondre « Eh bien, montrez-moi, et si c'est correct en termes de fond, pourquoi pas ?» Les élèves de s'empresser, excités comme des puces, de me faire visionner les mini-vidéos. Et là, je me dis « Mais comme j'aurais aimé avoir l'idée de ce gars. Simple, pertinent, efficace, drôle. J'avais envie de repasser mon bac avec eux. À coordonner, nous avons fait un mix de tous les supports. Dans tous les cas, ils auraient quand même regardé, et je me suis réjouie que finalement ma validation leur paraisse importante. Aucun n'a eu moins de 14 à l'épreuve. Ensuite, je vais vous dire qu'une autre de mes élèves parle couramment coréen, sans avoir pris un seul cours, grâce à une communauté K-pop dont elle est désormais ambassadrice en France. Je peux rajouter qu'un jeune gars de Zebra, il y a quelque temps, a été reçu au concours parallèle de piano du conservatoire en regardant des vidéos YouTube sans 1 heure de leçon prise avec un professeur. Que dire d'autre qu'une jeune fille que j'accompagne a posté des chorégraphies de danse où elle se met en scène sur Instagram. Repérée par une école à New York, elle se voit proposer une bourse pour la rentrée prochaine. Que grâce à Facebook, 2 sœurs ont retrouvé leur frère qu'elles pensaient décédé, qu'une autre a créé sa marque de maillot de bain transbronzant et vend désormais à l'international, sans pour ainsi dire quitter sa chambre à Marseille. Ou encore, pour finir, qu'une ado à qui je donne des cours se fait la porte-parole de l'engagement des jeunes face au réchauffement climatique sur TikTok et vient d'être invitée au Parlement européen, repérée grâce à ses vidéos par une élue belge. Alors, j'ai envie de vous dire, bienvenue dans le monde merveilleux des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux chez les jeunes ne sont pas un danger au sens propre du terme. En effet, comme son nom l'indique, sa fonction première est de créer du lien. Un lien social qui n'était au départ envisageable qu'en bas de sa rue et qui désormais n'a plus que le ciel pour limite. Au-delà de la possibilité d'écrire avec le monde entier, les ados, grâce au réseau, et comme on a pu le voir avec les anecdotes du début, développent des compétences incroyables, des apprentissages en tout genre, transmettent des savoirs, partagent des expériences, créent de la nouveauté, s'entraident, sortent d'une forme d'isolement pour certains. En bref, ils s'émancipent et surtout, et c'est là que le monde merveilleux peut devenir enfer, ils mettent les adultes à distance. Ils s'affranchissent enfin, selon eux, de leurs parents, pour la raison principale et que je dirais l'unique, c'est que nous les adultes, on ne comprend rien au réseau. Ça va pas plus loin. Alors, oui, on va poster 3 photos de vacances, envoyer des tweets, partager une vidéo de chat, annoncer un événement, s'insurger contre un fait d'actualité, mais ce n'est pas notre monde, on n'est pas né avec, on ne le maîtrise pas, et eux oui, et à la perfection. En général, ce qu'on ne maîtrise pas nous rend vulnérables par rapport à l'autre. Nous sommes donc vulnérables face à nos enfants pour leur plus grande satisfaction. Aucun de nous, parents, enseignants, éducateurs, thérapeutes, ne sommes épargnés par ce constat, toute classe sociale confondue. Mais de leur côté, les jeunes, vulnérables aussi car en pleine construction, comme nous adultes sommes incompétents au sens théorique pour les former, les éduquer, les protéger, les sensibiliser, les arrêter, eh bien ils se font leur propre éducation au réseau, seuls dans leur chambre ou entre eux, avec toutes les pépites énumérées plus haut et toutes les dérives qui peuvent et qui souvent en découlent. Ils ont créé leur code, leur alphabet, leurs injonctions, leur messagerie cryptée, leur mise à mort, leur délire, ils regorgent d'ingéniosité, et comme toute notion ingénieuse, elle a son penchant maléfique. C'est désormais inarrêtable. Nous, ça nous est tombé dessus, eux, ils sont nés avec une bombe à retardement numérique entre les mains, dont nous, garants de leur sécurité, sommes des novices. Ce n'est la faute de personne au départ. On a eu du mal à prévoir, à anticiper, à canaliser. Et les campagnes de prévention sont désormais vaines, car on n'en est plus du tout au stade de prévenir, mais plutôt et surtout de guérir. Il est facile d'incriminer les parents, mais on sait tous la capacité d'harcèlement de nos ados concernant la vie sociale, qui passe désormais uniquement par leur téléphone. Pas facile de résister, de leur résister, mais il est important désormais de réagir. Dans l'excellente série anglaise Adolescence, qui passe en ce moment sur Netflix, un jeune de 13 ans est accusé du meurtre d'une camarade du même âge. Il manque à la police un mobile à ce meurtre. Ils se rendent donc au collège, cherchant des infos auprès des autres élèves. Pensant y découvrir un peu de rationalité, ils apprennent que le mobile est en fait virtuel et généré par le biais d'Instagram. Ils n'auraient même pas imaginé que cela puisse exister, tant les méandres des réseaux nous échappent. On est, comme pour ainsi dire, hors code. Dans cette même série, mais on peut le voir partout dans la vie réelle, une bagarre est déclenchée dans la cour du collège. Premier réflexe du jeune public, sortir les téléphones, filmer, poster sur les réseaux. Sans réfléchir aux conséquences, sans projeter, sans anticiper, et surtout sans porter secours. Mais, et le pire est là, sans mesurer le côté irréversible de cette vidéo postée. Le sentiment d'immédiateté est jouissif chez les ados, et l'hyperconnexion fait qu'à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, il y aura toujours quelqu'un qui aura accès, qui pourra commenter, liker, insulter, mais rarement dire
mais en fait, personne n'a pensé à les séparer. Un de mes élèves plutôt brillant, futur étudiant d'une école de commerce, donc je dirais en pleine possession de ses capacités cognitives, était trop content de me montrer une vidéo, filmée par ses soins, de son pote qui s'étouffait avec une frite pendant 30 secondes. Dieu sait si c'est long 30 secondes. Le gars était au bord du malaise, et mon génie de rire aux larmes. Je me suis permise de lui suggérer « Mais plutôt que de filmer, tu aurais pu l'aider, non ?» Sa réponse « Ah, ça va, c'est drôle. » Écoute, si tu le dis. Alors ici, l'anecdote est légère, mais pouvant être déclinée à l'infini. Ainsi, sans penser à venir en aide ou à même simplement s'enfuir pour ne pas y assister, les jeunes filment et postent encore des vols, des agressions, des viols, des maltraitances, du harcèlement, et regardent passif l'autre en difficulté. Peut-on parler de perversion adolescente ? De toute puissance d'être celui ou celle qui postera en premier ? Je ne sais pas exactement. La seule chose dont je suis certaine, c'est que les adolescents, sans en faire une généralité, mais dans une très grande majorité, ne sont pas préparés. Ils n'ont même pas l'option pour les notions d'anticipation et de conséquences dans la plupart des cas. Par ailleurs, je peux vous assurer qu'ils sont totalement ignorants quant à l'utilisation malsaine qu'ils ou elles font des réseaux. Car, quand je les questionne sur les risques ou justement les conséquences, la réponse est invariablement « j'y avais même pas pensé ». Et je suis sûre qu'ils sont sincères, et c'est bien là tout le problème. Je parle souvent dans les épisodes du paradoxe des adolescents et des adolescentes. Concernant l'utilisation des réseaux, nous sommes en plein dedans. L'ado veut se cacher, se camoufler. Quoi de mieux que derrière un écran ? Se grimer ? Quoi de mieux qu'un filtre de visage ou de voix ? Paradoxalement, il ou elle souhaite profondément exister, avoir la parole, prendre part à la vie sociale. Quelle meilleure interface qu'un profil avec un pseudo ? Le ratio est fabuleux, exposition 0, plaisir 100. De ce qu'ils croient bien sûr. Mais ça laisse à réfléchir sur l'intérêt qu'ils auraient de leur point de vue à ne plus utiliser les réseaux. D'un autre côté, il y a ceux et celles qui ne peuvent pas se supporter physiquement, et qui encore paradoxalement se surexposent, se mettent en scène, crient, jusqu'à se ridiculiser. Alors quand je reçois des ados qui de toute évidence manquent et d'estime et de confiance en eux, je leur pose la question « Mais pourquoi tu fais 25 stories de toi, chaque jour, alors que tu te détestes ?» Réponse « Une story ça dure 24 heures, après ça n'existe plus. » Ou encore un snap ça dure que 10 secondes. En attendant, une infinité de personnes te voient. Et pas de réponse. Il y a autant le sentiment d'éphémère qui les grise, même si nous savons bien maintenant qu'aucune image ne disparaît, que la candeur dans la dure réalité. Lorsqu'une jeune fille envoie par exemple son corps nu à son petit ami à sa demande, parce qu'elle l'aime, et lui aussi visiblement, mais que le dit corps fait le tour des réseaux et de tous les lycées de la région, quand je lui pose la question « Mais pourquoi tu as fait ça ?» Mais il a dit qu'il l'enverrait à personne. Et tu l'as cru ? Ben oui, je lui fais confiance. Et la jeune fille racontant sa mauvaise expérience sur TikTok avec capture d'écran de leurs échanges de messages. Pitié, mais pourquoi t'infliger cette souffrance ? Et pas de réponse. La situation leur échappe, et à nous encore plus. Je pourrais énumérer à l'infini des cas, mais les ados n'ont pas de réponse à apporter. Ils ont créé leurs propres règles sociales. Tout nous paraît fou, aberrant, en dehors de notre morale, quand parfois ils racontent. Ce qui les fait hurler de rire, nous insupporte, et inversement. On parle souvent d'addiction aux écrans dans leur entièreté, mais il existe aussi une réelle addiction aux réseaux, aux likes, aux notifications, aux images, aux réactions. Il existe même un acronyme, FOMO, F-O-M-O, qui décrit le symptôme qui identifie la peur de rater quelque chose sur les réseaux. Dans son livre intitulé « Instagrammable », paru en 2021, Eliette Abécassis dit « À la terrasse des cafés, seuls ou avec des amis, ils sont sur le qui-vive, à l'affût d'une nouvelle, dans une attente fébrile, constante. Ils ont toujours leur téléphone à portée de main. Le soir, ils ne s'endorment pas sans l'avoir consulté. Le matin, ils le saisissent avant même d'avoir ouvert l'œil, pour savoir ce qui est arrivé. Mais quoi au juste ? Alors oui, c'est ce que nous les adultes nous demandons en permanence. Mais tu as peur de rater quoi ? Réponse d'un de mes élèves, tout, toute la vie quoi. Avec un air de tragédie de Corneille. Chez les ados, il y a le fait d'être acteur ou actrice des réseaux, c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure. Mais il y a aussi la consommation pure et excessive de réseaux sociaux. Passer des heures et des heures à scroller, comme ils disent, allongés dans leur lit, aux toilettes, dans la rue, le métro, entre amis, le téléphone, véritable prolongement de la main, les yeux rivés sur l'écran. Azimutés par les bips multiples de toutes les applications confondues, drogués comme avec du mauvais sucre, parfois ils n'entendent plus qu'on leur parle en vrai au-dessus de leur épaule.
7 heures de réseau pour eux, ressenti 15 minutes. Créant sentiment d'injustice et frustration maximale, car la vie des autres est tellement plus belle, plus excitante, plus riche, plus douce, plus tout. Un jeune élève me dit « Mes parents ont vraiment une vie de merde comparée aux autres. » Ah bon ? Mais pourquoi ? Tous les jours, ils se lèvent, ils vont travailler et ils rentrent. J'ai quand même été obligée de lui dire que c'était quand même 99% de la vie de merde de tout le monde. Il n'a pas eu l'air tellement convaincu. Dans certains cas, on pourrait même frôler le don d'ubiquité. Une jeune que je suis me raconte toute contente que ses parents l'ont punie de sortie, mais qu'elle est allée à 4 soirées. Inquiète, je lui demande si elle a fait le mur. Pas du tout. J'avais mon tel, mon iPad, celui de ma sœur et la Play. Résultat, en visio, 2 annives, une soirée chez une copine et un concert, sans sortir de son lit. La punition était réussie. Mais le pire, c'est que je pense qu'elle a vraiment cru y être allée. En 1985, Jean-Jacques Goldman chantait « Elle vit sa vie par procuration devant son poste de télévision. On en est là, mais avec 4 postes. » Être partout et nulle part à la fois, et surtout pas là où on devrait être. Des parents me disent dépités, depuis les réseaux, depuis les écrans, depuis qu'elle a un téléphone, il ou elle n'est plus jamais avec nous. Dans les ouvrages Génération anxieuse de Jonathan Haidt ou Époque de Laura Poggioli, les auteurs font un état des lieux de la santé mentale des jeunes. Les constats sont ahurissants. Le premier regorge d'études faites depuis 1995 aux États-Unis, et le second, via un service hospitalier d'addictologie aux écrans, dresse le portrait des ados. Toutes les classes de la société sont concernées, des publics les plus vulnérables aux riches familles. Le constat unanime, c'est qu'il faut mener des actions afin de limiter les impacts sur la santé mentale des jeunes en termes de réseaux sociaux. L'État pourrait, comme ça l'est désormais au Brésil, interdire l'objet même dans les écoles, les collèges et les lycées, car les ados sont addicts, et c'est difficile pour eux de s'empêcher de sortir leur téléphone. Nous le constatons tous les jours dans nos structures. Ainsi, une vie classique, faite de jeux et d'interactions sociales réelles, pourrait réapparaître dans les cours de récré et limiter les vidéos toxiques dont nous parlions en début d'émission. Ralentir le harcèlement largement amplifié par les réseaux, éviter la triche au contrôle et laisser les parents en dehors de l'école qui consultent frénétiquement Pronote ou École Directe à l'affût d'une note, d'un commentaire ou d'un devoir à faire. De votre côté, chers parents, je vous dis toujours de ne pas culpabiliser. Chacun fait comme il peut, avec ses armes et ses moyens. Mais vous avez quand même une réelle responsabilité concernant vos ados et la gestion des réseaux. Même si là, il est trop tard pour interdire. Il y a de nombreux outils qui, bien sûr, vont leur apparaître répressifs. Il y a toujours un moyen de stopper l'hémorragie. Parlez-en avec eux. Évoquez la santé mentale. Faites-leur écouter peut-être des sujets qui en parlent. Et limitez leur temps d'écran à tout âge. Même si ça crie un peu, que ça coince, ne culpabilisez surtout pas, car vous leur sauvez la vie. 2 heures en moins de réseau, c'est 2 heures de temps d'écran en moins, car c'est 90% de leur consommation. Si possible, évitons que les téléphones ne s'invitent à table et dans leur chambre le soir. Proposez-leur des activités, ils vous diront non au départ, mais sûrement oui par la suite. Et un point important, demandez-leur de vous en parler. Comment ça fonctionne ? Quels sont les enjeux de ce sentiment d'appartenance à une communauté ? Pourquoi est-ce si important ? Intéressez-vous à leur vie réseau sociale. Même s'ils vous provoquent un peu parfois, ils seront fiers de savoir des choses que vous ne maîtrisez pas. Demandez-leur un coup de main pour vos propres réseaux. Et comme ça, vous apprendrez quelques rouages dont ils ont le secret et vous renforcez ainsi du lien, si important pour le maintien des relations. Ce podcast aurait pu durer des heures, car il y a des tas de choses à dire. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous le 25 avril pour un 4e épisode à propos des jeunes et de la notion de limite. Je vous dis à très bientôt. These days are running slow. Sunsets and shores far from home. Headlights are shining on the sea.